Donc j'ai choisi de faire un entretien en deux temps. Un premier sur votre rapport à l'écriture et un deuxième temps un petit peu plus politique. Mais bien évidemment, si vous voulez faire des digressions, vous êtes bien évidemment libre. S'il y a une question auquel vous ne voulez pas répondre, j'enlèverai, je ferai un montage. Mais il n'y a pas de questions difficiles, je pense. Je vais commencer. Alors, donc, la lecture de votre œuvre laisse entrevoir une incroyable culture classique, du latin et du grec suspecté d'être un code secret par les gardiens de la prison, à la sainte trinité littéraire Senghor, Césaire, Villon, et au jeu intertextuel constant que vous faites, donc Mais ce sont les nègres d'antan par exemple, que j'ai beaucoup apprécié. Votre œuvre regorge d'hommages rendus aux grands auteurs, plus particulièrement encore aux grands professeurs qui rendent ces œuvres accessibles aux élèves qu'ils ont en charge de former. Et dans son tam-tam, vous affirmez « Oui, je soutiens qu'une étude intelligente de la Pléiade de Diderot et Voltaire peut aider à la cristallisation du sentiment national des citoyens de l'Afrique noire ». Est-ce que vous gardez encore aujourd'hui cette prise de position-là ? Absolument, totalement. Je crois que tout Africain qui a baigné dans la langue française a automatiquement baigné dans cette culture-là. Et je ne dis pas que c'est la plus belle culture du monde, parce que je ne connais pas toutes les cultures, ni toutes les langues, mais je pense que, notamment dans le classicisme français et gréco-latin, se trouve la source de tout l'humanisme. Et Senghor l'avait déjà senti. Ma personnalité, ma sensibilité est différente de celle de Senghor, mais nous nous retrouvons sur ce point-là. Et je pense qu'il ne faut pas perdre ces racines-là qui nous appartiennent. Je crois que quand on attaque la langue française, qu'on attaque cette culture-là, on nous attaque, nous aussi Africains, qui avons hérité de cette langue, l'avons adoptée, l'avons fait nôtre, avec tous les écarts qu'on peut discerner. Alors, donc, l'histoire, avec sa grande H, est présente en filigrane dans chacun de vos romans et s'entrecroise avec l'histoire de vos personnages. Dans votre dernier roman, Une enfant de Poto-Poto, il s'ouvre le soir de l'indépendance congolaise et met en scène le discours d'André Malraux, vu par deux jeunes filles de 18 ans. Alors, quel rapport entretiennent selon vous ces deux histoires, la grande histoire et la petite histoire dans vos romans ? C'est que, d'évidence, on est dans l'histoire, mais on n'a pas conscience d'être dans l'histoire. Ceux qui en ont le plus conscience, c'est les dirigeants politiques. Ce qui ne veut pas dire qu'ils aient la dimension historique, qu'ils aient une connaissance de la dimension historique. Là, j'ai voulu montrer qu'au fond, les populations, les jeunes, les gens vivent leur vie sans avoir conscience de participer à l'histoire. Ce n'est que très rarement qu'ils ont conscience de cela. Et que la vie la plus intéressante, c'est celle des destins humains, ce qui se passe à l'intérieur d'eux, comment ils réagissent justement à ces grandes forces de l'histoire qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne dominent pas, et dont ils n'ont pas besoin pour vivre une vie pleine et bien remplie. Alors, comment vous situez-vous par rapport à des courants littéraires dont les œuvres, et plus particulièrement les thématiques, semblent parfois proches des vôtres, telles que par exemple la littérature antillaise, et là je pense à Chamoiseau, je pense à Clisson, à Marie Scondé, ou encore le réalisme magique sud-américain, ou la littérature noire américaine avec Toni Morrison, par exemple. Et d'un autre côté, comment vous situez-vous par rapport à la nouvelle littérature congolaise, donc on parlait tout à l'heure d'Alain Mambokou ou Daniel Biyaoula? C'est une question que je me suis souvent posée. Je crois que maintenant on n'est plus à l'époque des écoles. Chaque destin littéraire est vraiment individuel et personnel. Mais j'ai une dette à l'égard de la littérature antillaise, peut-être pas de la contemporaine, mais celle de l'époque de la négritude. Parce que c'est à travers elle que j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Même ma conscience politique
a été influencé. Et l'auteur dont j'ai été le plus proche, c'est Guy Tyrolien, qui lui était de la négritude, mais l'a déjà dépassé. Et Guy Tyrolien était mon véritable parrain littéraire. Guy Tyrolien était guadeloupéen. Il a écrit un poème que tout le monde connaît sans savoir qu'il est de lui. C'est la fameuse prière du petit enfant noir. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Et donc, et pour des raisons personnelles, c'est que ma femme, qui n'est plus de ce monde, hélas, aujourd'hui, était antillaise. Et donc, les Antilles ont été pour moi, sont pour moi, une seconde patrie. Notamment sur le plan intellectuel et culturel. Vous opposez souvent dans vos œuvres l'idéalisme, notamment le marxisme-léninisme, et le tribalisme, notant qu'au Congo, le second, donc le tribalisme, prime généralement sur le premier. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette opposition, ou est-ce que vous pensez que c'est plus... Je ne sais pas si c'est une opposition. L'époque marxiste-léniniste du Congo a essayé d'éliminer le tribalisme. Et ça n'a pas réussi, parce que finalement, l'approche était plus idéologique que scientifique, sociologique, comme il l'aurait fallu. Le tribalisme continue. Ça dépend ce qu'on met derrière ce mot. La solidarité primitive qu'on trouve dans le tribalisme est quelque chose qu'on comprend, qu'on explique. Ce qui est dangereux, c'est lorsque cette solidarité primitive s'érige en doctrine politique et qu'on veut que sa tribu ait le dessus sur les autres, occupe tous les postes politiques, et ça c'est une tendance qui existe dans nos pays. Le marxisme et le léninisme avaient deux aspects qui séduisaient les jeunes gens que nous étions. C'était d'une part le principe d'égalité, et puis deuxièmement le côté scientifique qui luttait contre les obscurantismes. Et nous ne pensions pas du tout aux dégâts que commettaient ces idéologies une fois au pouvoir dans certains pays, comme on l'a vu en Union soviétique et aussi en Chine. Alors, par deux fois, vous adoptez avec brio le point de vue d'un narrateur féminin, dont Sur l'autre rive et donc Une enfant de Poto-Poto, et vous rendez sans cesse hommage aux femmes dans votre œuvre. Vous dites même dans Tribalique, beaucoup d'hommes n'auraient même pas pu porter cette charge durant 500 mètres. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'il n'est pas difficile pour un homme d'adopter ce point de vue-là? Et surtout, avez-vous vu des évolutions sur la place et le rôle des femmes dans la société congolaise? Je vois que vous m'avez parfaitement lu, que ce n'est pas une lecture superficielle. Et je pourrais répondre d'une part, parce que j'ai été influencé dans ma jeunesse par un écrivain qui a glorifié la femme. C'est pour moi peut-être le plus grand poète de la littérature française contemporaine, Louis Aragon, qui est, à mon sens, plus un grand poète qu'un grand romancier. Mais il a, dans des romans, notamment Les Cloches de Bâle, proclamé de manière presque systématique, comme un credo, je dirais, politique, une profession de foi, la place éminente de la femme. Et moi, j'ai transposé cela à l'Afrique. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que dans ce qui fait la base de l'économie africaine, l'agriculture, dans notre région, cette activité était pratiquée uniquement par les femmes. Et il n'y avait pas d'hommes agriculteurs. L'homme faisait les travaux difficiles, la guerre,
la chasse, et puis les travaux pénibles qui demandaient une force musculaire dans le domaine agricole, mais le travail quotidien de la production, notamment du manioc, chez nous, était le fait des femmes. Et je trouvais que ce n'était pas reconnu. Et j'ai voulu donc leur rendre hommage. Je trouve que j'ai longtemps, étant fils de divorcé, j'ai longtemps été élevé seulement par ma mère. Et par la suite, j'ai commencé par avoir 3 filles avant d'avoir un garçon. Donc j'ai baigné dans le monde féminin. Et puis ce que je raconte dans Le lys et le flamboyant, il y a une phrase, en ce temps-là, toutes les métisses des 2 livres étaient mes tantines. Eh bien, il y a de la fiction là-dedans, mais il y a beaucoup de réalité aussi. Donc, je n'ai jamais compris qu'on crée une inégalité entre les deux. La deuxième raison, c'est que j'ai trouvé que dans nos sociétés, le couple est encore à faire, à constituer. Les gens se mariaient longtemps pour faire des alliances entre clans, mais que l'amour était en dehors du mariage. Et c'est ce qu'on appelle, d'un terme qui s'est répandu dans notre zone, les 2e bureaux. Mais en cela, les Africains ne sont pas particuliers. Si vous regardez l'histoire de la littérature mondiale, vous voyez que toutes les belles histoires d'amour se font en dehors du mariage. Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, et même les contes de fées. Les contes de fées se terminent par des belles histoires d'amour, mais l'histoire d'amour se termine avec l'histoire. Ils se marièrent et vécurent heureux. Mais l'histoire après le mariage et ce bonheur n'est jamais dans la littérature. Donc vous dites dans son tam-tam, désaliéner, c'est chez nous décoloniser les mentalités. Est-ce que vous pensez que la littérature africaine se doit de décoloniser aujourd'hui encore les mentalités ? Et l'un de vos personnages affirme que c'est en lisant le discours sur le colonialisme qu'il a compris qu'il était possible de le faire en langue française, tout en gardant ses aspirations nationalistes. Est-ce que vous gardez toujours ce sentiment-là ? J'atténuerai aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui, notre lutte n'est plus contre le colonialisme, c'est un combat dépassé, Dieu merci. Je dois, dans une parenthèse, faire remarquer que le Congo, par exemple, a fait revenir les cendres du premier colonisateur du Congo, Savagnon de Brazza, et de sa famille au Congo. C'est donc une vision apaisée de l'histoire. Aujourd'hui, notre principal combat, c'est contre la pauvreté. Et c'est pour le développement. Chacune de vos œuvres est un hommage à l'art congolais, que ce soit à sa musique ou à sa peinture ou à sa littérature. Et un critique congolais, donc Boniface Mongo-Poussa, a dit il y a un je ne sais quoi dans l'air de mon pays qui est propice à la musique et à la création littéraire. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Absolument. Boniface Mongo-Poussa est un des critiques littéraires africains les plus fins, les plus honnêtes, et je suis souvent en accord avec lui, en particulier dans cette phrase. Et donc une dernière question sur le plan écriture de votre carrière. Dans Sans Tam Tam, vous posez le problème du lecteur africain. Et comment faire pour qu'aujourd'hui le livre aille enfin en Afrique au lecteur? Et est-ce que c'est un combat qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Mais je constate que les gens ne lisent pas. Vous me direz qu'en Europe et dans le monde aussi, on lit de moins en moins. Mais mon devoir est de
s'en émouvoir et de le remettre. Je pense que l'écriture, la lecture, la littérature constitue le chemin le plus direct à la véritable culture. Et nous sommes dans un monde où c'est la communication qui l'importe. On est informé du présent, mais on n'a pas la dimension historique des choses que la lecture permet d'avoir. Donc, je souhaite que le livre ne disparaisse pas, qu'il soit sur la forme du papier ou de l'e-book, peu importe, mais que les gens lisent, que les gens pensent à se retirer comme ils se retirent pour faire leur prière en lisant. Dans la lignée de Stendhal à Claudel, vous êtes aujourd'hui diplomate et écrivain. Et vous écrivez dans Santamtam que la politique est sans doute le domaine où le droit d'auteur est le plus usurpé. Cette formule. Quel lien pouvez-vous faire entre ces deux mondes, s'il y a un lien? Je ne sais pas. Je crois que dans mon cas, j'appartiens à la première génération, celle de la construction nationale, où chacun a été emmené à faire plus que le métier auquel il s'est préparé. Et ainsi nous ressemblons, pardonnez la présomption, où nous ressemblons un peu aux hommes de la Renaissance. C'est-à-dire, fallait tout savoir, tout faire, et cela nous a emmenés d'ailleurs à faire beaucoup de bêtises. Vous étiez en octobre au sommet de la francophonie à Kinshasa, pays frère et voisin de votre Congo-Brazza. Est-ce que vous pensez que ce sommet a été une réussite et que retenez-vous de cet événement? Bon, je pense qu'il est bien que des pays de continents différents qui se retrouvent autour du thème de la langue française. Mais pour vous parler franchement, je suis inquiet de la direction dans laquelle s'en va la francophonie. C'est-à-dire qu'elle considère de moins en moins la langue comme le socle autour duquel nous devons nous réunir et que c'est la politique qui l'emporte. Les réunions de l'Organisation internationale de la francophonie ressemblent de plus en plus aux réunions des Nations unies. Ça, c'est une première constatation. La deuxième constatation, je trouve que c'est une bonne chose que des pays qui n'ont pas la langue officielle s'intéressent à la francophonie, mais cela ne doit pas se faire sur une base sentimentale. Il faut que cela soit accompagné de contraintes. On ne doit pas entrer en francophonie comme dans un club où il n'y aurait pas de droits. D'ailleurs, même dans les clubs, il y a des devoirs, et non pas simplement des droits, vous me corrigerez. Or, je n'ai pas l'impression que toutes les personnes qui entrent dans cette famille francophone fassent les efforts nécessaires pour le développement de la langue française. À l'heure actuelle, il y a 80 pays, membres ou observateurs, ou associés de la francophonie, mais il n'y a que 32 pays qui parlent véritablement le français. Il y a quelque chose, cette constatation doit nous emmener à réfléchir et
et à prendre une politique nouvelle dans ce domaine-là. Donc j'ai une inquiétude, je vous le cache pas. Ma prochaine question, c'est exactement sur ce thème-là. Vous avez dit au Forum mondial de la langue française qu'il faudrait sanctionner ou suspendre les États qui diminuent l'importance de la langue française dans leur sein, sur le modèle des suspensions des États qui portent atteinte aux droits de l'homme et à la démocratie. Donc je pense que vous venez de répondre également à cette question. La future intervention des forces africaines au Mali, est-ce que cela témoigne, selon vous, d'une réappropriation des problèmes de l'Afrique par les Africains? Et est-ce que c'est le chemin vers lequel l'histoire de l'Afrique doit tendre? Oui, moi je crois que la situation qui existe au Mali est intolérable. Elle est intolérable non pas simplement parce qu'il y a eu un coup d'État, mais elle est intolérable parce que voilà un pays qui ne maîtrise plus une grande partie de son territoire. Les 2/3 de son territoire sont occupés par des forces étrangères et des forces qui veulent appliquer une idéologie que la population réprouve. Et je crois que dans la mesure où moi je crois à la nécessité de l'unité de l'Afrique, nous devons faire preuve de solidarité et lutter contre le terrorisme et l'intolérance qu'on veut installer au Nord Mali. Quelle est selon vous la meilleure définition de la francophonie aujourd'hui? C'est pas la meilleure, mais une que j'aime bien et que je répète, c'est qu'être francophone, c'est parler plusieurs langues, 2, 4, 10 si on en est capable, pourvu que le français soit parmi ces langues. Et enfin, pour finir, avez-vous un message à délivrer aux parlementaires francophones? Je m'en garderai bien parce que j'en suis incapable, mais je suis très attentif au message que lance aux pays francophones. Écoutez, merci vraiment beaucoup. Apárcate. Orquesta Banco Internacional de nuevo.